J'invite donc M. Pernaut, qui, je ne vais pas dire malgré la nette, parce qu'il m'a expliqué qu'il avait pris ses précautions dans la veille, qui va nous faire cette conférence sur le sous-entendu et une dimension de la communication. Il va nous montrer comment l'art de la rhétorique a évolué depuis la rhétorique antique à la rhétorique moderne. M. Pernaut, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, je me réjouis d'être ici avec vous cet après-midi pour parler d'un sujet qui peut paraître un peu léger au premier abord. Le sous-entendu évoque souvent des allusions grivoises ou des insinuations vexantes. Mon but est d'aller au-delà de cette apparence et de réfléchir avec vous sur l'ampleur, la complexité d'un phénomène qui est plus profond qu'on imagine. Je dirai tout à l'heure comment j'en suis venu à m'intéresser à ce sujet, et pour le moment je voudrais surtout remercier l'Académie nationale de chirurgie pour son accueil, en particulier le président M. Villet, le nouveau président M. Martin, le secrétaire général M. Mar, sans oublier votre confrère Jean-Marie Le Minor de Strasbourg, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui a joué un rôle d'intermédiaire dans cette invitation. Pour entrer en matière et illustrer mon propos, je suggère que nous commencions par regarder des images. Nous avons sous les yeux ce qu'on appelle le vase de Rubin. Edgar Rubin est un psychologue danois qui a conçu cette figure en 1915. Regardons l'image de droite. Comme vous voyez, cette image peut être lue de deux manières. Il s'agit soit d'un vase blanc se détachant sur un fond noir, soit de deux profils noirs sur fond blanc qui se confacent. Deux significations sont présentes simultanément, suivant ce que l'on considère comme fond et ce que l'on considère comme figure. Si nous regardons à présent l'image de gauche, la différence tient à la couleur, mais l'effet produit reste identique. La figure suivante est appelée triangle de Canizza, du nom de Gaetano Canizza, psychologue italien qui a créé cette image ambiguë en 1955. Nous avons l'impression d'une figure qui se trouve devant les autres figures et les cache en partie à notre vue. Un triangle blanc, pointant bas, semble se découper par-dessus le triangle noir pointant haut et les disques noirs qui servent de support au sommet. Mais ce triangle blanc n'existe pas matériellement, c'est notre cerveau et notre œil qui créent son contour. Ces figures offrent en quelque sorte la traduction visuelle de ce dont je vais parler. Il s'agit de voir deux formes dans une même image, ou de voir une chose et d'en deviner une autre en suppléant ce qui n'est pas là. De même, le sous-entendu provoque une ambiguïté dans la compréhension. En somme, pour définir mon sujet, je désigne par sous-entendu le domaine dans lequel les paroles ne disent pas seulement ce qu'elles disent, et dans lequel on peut comprendre de la part de celui qui écoute et faire comprendre de la part de celui qui parle plus ou autre chose que ce qui est dit expressément. Selon les cas, on parle d'allusion, de non-dit, d'ambiguïté, d'équivoque, d'implicite, de second degré. Tous ces vocables ne sont pas synonymes, mais ils se recoupent autour de l'idée de double sens. La désignation la plus forte retenue pour cette raison dans la présente conférence est sous-entendue parce qu'elle concentre l'attention sur l'une des deux significations contenues dans le double sens, la signification qui est en dessous, la plus intéressante des deux, celle qui compte et qu'on ne voit pas. Le sous-entendu est distinct du mensonge et du secret. Il est plus paradoxal. Il consiste à dire sans dire, à transmettre un contenu voilé qui est destiné à être dévoilé. Cette discordance entre ce qui est exprimé et ce qui est suggéré autorise toutes sortes de finesses, mais éveille aussi le soupçon, l'incertitude. Nous avons tous fait l'expérience de ces rencontres indécises, après lesquelles nous nous demandons mais qu'a-t-il ou qu'a-t-elle voulu dire exactement ? Ou même, mais a-t-il ou a-t-elle voulu me dire quelque chose ? D'où parfois la difficulté de l'interprétation. J'y reviendrai. C'est pourquoi il est utile de se pencher sur ce problème dont l'importance est grande et face auquel il est utile de savoir se repérer. Cette
Cherchons d'abord à décrire le domaine du sous-entendu. Les sous-entendus sont omniprésents dans notre vie. Certains sont involontaires, comme lorsque nous disons « Jacques a cessé de fumer », ce qui implique qu'il fumait précédemment. Ou « Vu votre expérience, vous y parviendrez certainement », ce qui implique que, dans le cas présent, l'expérience est une condition suffisante. D'autres sous-entendus, en revanche, sont calculés et répondent à un dessein. Voici quelques exemples de cette présence du sous-entendu dans la vie quotidienne et dans la vie sociale. La politesse. La politesse comporte des manières de dire qui veulent que l'on atténue le message. L'exemple affiché ici est emprunté à un maître du savoir-vivre, Giovanni della Casa, auteur au XVIe siècle d'un ouvrage qui faisait référence sur le sujet. Notre Florentin inclut parmi les procédés recommandables ce qu'il appelle les cérémonies, c'est-à-dire l'usage de tournures courtoises, comme celle-ci. Réfléchissons un peu pour savoir si ce que nous disons est exact, au lieu de « vous vous trompez ». Passant de la politesse à la politique, considérons la phrase suivante, que le général de Gaulle écrivit, dit-on, sur une photographie que le maréchal Juin l'avait prié de lui dédicacer, au maréchal Juin qui a su saisir la victoire quand elle s'est présentée. Sur un ton cordial, comme il sied entre camarades de Saint-Cyr, de Gaulle rendait hommage aux vainqueurs des campagnes de Tunisie et d'Italie de 1942 à 1944. Mais ce verbe « saisir » au lieu de « remporter », et puis cet ajout « quand elle s'est présentée », intuitivement, le lecteur d'une telle phrase perçoit comme une réserve, comme si l'auteur de la dédicace, tout en écrivant « tu as vaincu », disait en même temps « tu n'as pas été vainqueur ». On sent, au détour de mots qui sont pourtant très simples, des sentiments mêlés, un décalage, et effectivement, les deux hommes étaient distants l'un de l'autre parce que Juin représentait l'armée d'Afrique tandis que de Gaulle représentait les forces françaises libres, et puis leur trajectoire s'était écartée à cause de leur dissentiment sur la question algérienne. Encore la politique. Il y a quelques jours, lors de l'acte 10 des manifestations des Gilets jaunes, le journal Le Monde a rendu compte de la situation par un article dont le titre était le suivant: « Les Gilets jaunes restent mobilisés après le lancement du débat national ». Le début du titre est factuel, les Gilets jaunes restent mobilisés, mais pourquoi après? Pourquoi mettre le fait en rapport chronologique avec un autre fait? Il suffit de lire la première phrase de l'article qui fait suite au titre pour comprendre ce que le journaliste a voulu suggérer. Le lancement par Emmanuel Macron d'un débat national censé canaliser 2 mois de colère sociale n'a pas permis d'endiguer la contestation des Gilets jaunes. Le journaliste estime que la persistance des manifestations prouve l'inefficacité du grand débat, du moins pour le moment. La critique vise le président de la République, qui est cité dans cette première phrase. En même temps, si je puis dire, la critique vise aussi les Gilets jaunes eux-mêmes, si l'on considère qu'ils ont tort de continuer à manifester une fois que le débat leur a été offert. Bref, chacun en prend pour son grade, mais à mots couverts. Si le journaliste avait écrit « malgré » dans son titre au lieu de « après », la critique eût été plus explicite. Le choix du sous-entendu qui a été fait répond à un désir de sauvegarder l'apparence d'objectivité de la part du journal. Le sous-entendu est aussi une source de bons mots qui claquent de manière allusive et subtile. Voici 2 cas parmi tant d'autres. Alexandre Dumas, père, l'auteur des 3 Mousquetaires, était un dramaturge à succès, et en 1839, il fit représenter au Théâtre Français, l'ancêtre de la Comédie Française, une pièce historique intitulée Mademoiselle de Belle-Île, qui fut un triomphe. Le soir de la première de la pièce, Balzac rencontra l'auteur Dumas dans l'escalier du théâtre, et c'est là qu'il lui dit « Quand je serai usé, je ferai du théâtre », ce qui n'était pas gentil. Sous-entendu, il est facile de triompher au théâtre, c'est plus facile qu'avec le roman. Balzac était un peu acide, ce qui pouvait se comprendre vu ses ennuis de santé, ses perpétuels ennuis d'argent. Il était un peu jaloux devant le succès remporté par Dumas.
L'autre se garda bien de relever directement l'insolence et riposta du tac au tac par un autre sous-entendu. Commencez tout de suite, cher ami. J'ai peu d'informations sur la formule suivante, qui est souvent citée, mais dont les sources sont douteuses. Quoi qu'il en soit, si Gandhi n'a pas dit cela, il aurait pu le dire, au nom de son analyse critique de la colonisation des États et de la modernité occidentale. Cet échange est en plein dans notre sujet, parce que face à une question ouverte et très générale, que pensez-vous de la civilisation occidentale, la réponse paraît décalée, parce qu'elle est sur deux niveaux. Elle comporte une apparence positive et coopérative, je pense que ce serait une bonne idée, tout en recélant un terrible sarcasme. Ces quelques exemples montrent que le décryptage et le cryptage sont omniprésents autour de nous et que nous les pratiquons tous intuitivement. Vous les pratiquez. Le sous-entendu a une place aussi dans la médecine. Quand un médecin livre un diagnostic ou un pronostic à un malade. Ici, je parle en profane, sous votre contrôle. Il me semble que le médecin peut être amené à ne pas dire brutalement la vérité ou pas toute la vérité, à supposer que la vérité soit claire dans le cas en question. Le médecin peut choisir de dire ce que le malade est prêt à entendre. Ce qui suppose que le malade, de son côté, fasse un bout de chemin pour aller à la rencontre de la parole du médecin. On lui dit moins et il comprend davantage à cause ou en dépit de sa peur, de son espoir. En somme, le sous-entendu est un jeu qui se joue à deux. La compréhension est la rencontre de deux démarches, le mouvement de celui qui parle et le mouvement de celui qui écoute. Et pour que cela fonctionne, il faut l'accord, la connivence. Comme je l'ai promis, il faut que je précise maintenant comment j'en suis venu là, ne serait-ce que pour éviter que vous ne croyiez que je suis en proie à quelques lubies. Je suis professeur de grec et spécialiste de rhétorique, une discipline qui analyse l'art du discours, les moyens de persuader, et en particulier j'ai travaillé sur le genre de l'éloge, l'éloquence de cérémonie, les panégyriques de cité, les discours d'accueil, etc. Or, à force d'étudier toutes ces belles paroles, il m'est venu des soupçons, et je me suis demandé si le contenu laudatif, et même dithyrambique, épuisait le sujet, s'il n'y avait pas d'autres contenus sous-jacents. Je me suis posé ce problème, notamment à propos des éloges décernés par des Grecs à des Romains après la conquête romaine, et j'ai effectivement constaté la présence de sous-entendus derrière l'éloge, des réserves, des expressions de frustration, des manifestations de fierté. À partir de là, l'Antiquité et la rhétorique, qui avait été mon point de départ, ne suffisaient plus. Il fallait élargir l'horizon pour analyser la façon dont le sous-entendu fonctionne de façon transhistorique. Ce que je fais devant vous cet après-midi en parlant de sous-entendus antiques et modernes. Comme le sous-entendu appartient à tous les temps, il est permis de faire dialoguer les époques. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à écrire un livre sur le sujet, L'art du sous-entendu, publié chez Fayard à l'automne dernier, et dont je vous livre ici quelques idées directrices en ajoutant des exemples nouveaux. Je tiens à souligner que mon amour pour le sous-entendu n'est pas une passion exclusive. Je ne nie pas les mérites de la franchise, de la clarté, de la clarification surtout. S'il est utile de traiter du sous-entendu aujourd'hui, à mon avis, c'est pour proposer une sorte de rééquilibrage par rapport à des usages du discours qui peuvent être soit brutaux, soit formatés et obligatoires. Le sous-entendu peut être vu comme une sorte d'antidote au parler cash, comme on dit, au parler trash, et aussi au politiquement correct. Pour respecter le temps imparti, je vais me contenter de présenter rapidement deux moments significatifs en évoquant d'un côté la théorie antique du sous-entendu et de l'autre un exemple de mise en pratique moderne. Le premier moment appartient donc à l'Antiquité gréco-romaine. Il
Il y a environ 2000 ans, les théoriciens grecs et latins de la rhétorique ont élaboré une notion originale destinée à rendre compte des cas dans lesquels un orateur ou un écrivain use de faux semblants pour déguiser son intention en tenant un langage détourné pour parvenir à ses fins. Et à cette notion, les théoriciens ont donné le nom de discours figuré. Il ne s'agit pas ici des figures de style, mais de la forme donnée au discours. L'expression discours figuré est une locution technique qui veut dire discours déguisé. La première question posée par ces théoriciens de l'Antiquité est celle de l'utilité du sous-entendu. À quoi bon parler par faux semblant au lieu de s'exprimer tout simplement et de manière directe? Quintilien, un grand rhéteur latin du 1er siècle après Jésus-Christ, donne une présentation systématique et méthodique des 3 raisons de recourir au discours figuré. La première raison est la sécurité. Force est de s'exprimer à mots couverts lorsque l'expression franche comporte un risque pour celui qui parle et pour ceux qui l'écoutent, par exemple dans les régimes absolutistes ou totalitaires. Deuxièmement, quand l'orateur n'éprouve pas de crainte, il peut se sentir tenu néanmoins de respecter certaines normes, sous peine d'indisposer, de froisser et donc d'échouer. Par exemple, un plaideur qui, pour se défendre, doit accuser un supérieur, ou un homme de lettres qui ne veut pas transgresser les règles de la pudeur. Le critère, là, n'est plus la sécurité, mais la norme sociale. Enfin, la troisième raison, selon Quintilien, de recourir au discours figuré était la recherche de l'habileté, du brio. Le sous-entendu était à la mode dans les écoles de rhétorique antique et l'on y cultivait allègrement, sous forme d'exercice, la finesse et la subtilité. Voilà donc une analyse bien complète qui couvre la plupart des cas possibles. Après le pourquoi, le comment. Les théoriciens antiques ont aussi cherché à donner une typologie du sous-entendu, en classant les différentes formes. Le classement présenté à l'écran est celui d'un théoricien grec du IIIe siècle après Jésus-Christ, auteur d'un traité très intéressant qui n'a pas encore été traduit en français. Ce théoricien, qu'on appelle par convention Pseudo-Denis d'Halicarnasse, dégage 3 grandes catégories. La première est l'atténuation. Donc la première forme de sous-entendu consiste à dire ce que l'on veut dire, mais avec modération, en usant de ménagement et d'adoucissement. Comme on l'a vu tout à l'heure avec la phrase de Della Casa, qui utilisait cette méthode d'atténuation. Deuxième méthode, le biais, qui consiste à parler dans un certain sens, mais pour obtenir en réalité un résultat différent, s'exprimant de manière oblique. On dit une chose tout en faisant entendre une autre. Par exemple, quand on veut amener un enfant à corriger son comportement, au lieu de lui faire un reproche direct, « tu as tort de te conduire ainsi », le biais consiste à dire « ton frère, lui, se tient bien ». Troisième forme, le contraire, qui consiste à parler en sens inverse de ce que l'on souhaite réellement pour obtenir un résultat contraire à ce qu'on a dit explicitement. Ce cas peut sembler paradoxal et acrobatique, mais il est plus fréquent qu'on ne croit. Pensons à l'expression « vous n'auriez pas dû » quand on reçoit un cadeau. Littéralement, cette expression sonne comme un reproche. Mais nous savons tous qu'elle veut faire passer le message inverse, c'est une forme appuyée de remerciement. Ou, autre exemple, dans les romans ou dans les films, la formule « toute ressemblance avec des personnages ayant réellement existé serait fortuite » couvre souvent des œuvres à clé et des allusions délibérées et très précises. En somme, la théorie antique nous enseigne 2 choses. D'une part, que le sous-entendu répond à des raisons fréquentes et importantes, et d'autre part qu'il a un spectre très large. Il existe aussi des théories modernes en rapport avec le sous-entendu. Mais je n'ai pas trouvé d'études globales sur le sujet au sens où je le comprends. Il faut se contenter d'éclairages indirects fournis par différentes disciplines comme la linguistique, la psychanalyse, la philosophie, la critique littéraire. Laissant donc les théories, je passe à un exemple moderne de mise en œuvre
du sous-entendu. Je l'emprunte à Louis Aragon. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la différence d'autres écrivains qui s'expatrièrent, Elsa Triolet et Louis Aragon décidèrent de rester en France. Ils s'étaient mariés depuis 1939. Et Aragon, déjà célèbre comme écrivain et comme militant communiste, voulait s'opposer à l'occupant. À cette fin, Aragon conçut un plan méthodique pour s'exprimer et diffuser ses idées à l'insu de l'ennemi et à l'insu des autorités de la collaboration. Parallèlement à la résistance armée, il s'agissait de la résistance littéraire. Pour désigner cette méthode, il employa dès 1940 le mot contrebande. La contrebande en littérature est l'art de faire naître les sentiments interdits avec les paroles autorisées. En sorte que la poésie d'Aragon pendant la guerre reposa sur une utilisation systématique du sous-entendu grâce à la multiplicité de sens possibles pour déjouer la censure. Comme exemple de cette contrebande, prenons le poème intitulé « Le temps des mots croisés », poème rédigé en 1939, quand Aragon était mobilisé, et publié en 1941 dans le recueil intitulé « Le crève-cœur ». Contentons-nous d'analyser le titre, « Le temps des mots croisés ». Plusieurs niveaux de sens se superposent. Selon l'acception courante de la locution « mots croisés », ce poème se réfère au fait que la publication des mots croisés dans les journaux avait été interdite après la déclaration de guerre, par crainte que les grilles ne soient utilisées à des fins d'espionnage pour diffuser des messages codés. Aragon, ancien directeur d'un journal, le quotidien Ce Soir, qui était suspendu, était évidemment sensible à ce contrôle de la presse. Donc il s'agit de dénoncer la censure instaurée à cause de la guerre. Deuxièmement, mot croisé peut être pris au sens littéral, et c'est la communication entre l'auteur et la femme aimée, les mots qu'ils échangent. L'édition commune des œuvres romanesques d'Elsa Triolet et d'Aragon, plus tard, sera intitulée « Œuvres romanesques croisées ». Donc, ces mots croisés au deuxième sens représentent le temps heureux où le couple n'était pas encore séparé par la guerre. Et puis, au-delà de leur histoire personnelle, cela représente les échanges de tous les amoureux. Et encore au-delà, tous les échanges, toutes les formes de communication. Il s'agit donc de dénoncer le malheur des particuliers et la répression pesant sur la liberté d'expression. Troisièmement, par allusion historique, les mots croisés évoquent les croisades. Un autre poème du même recueil est consacré aux croisades. Il symbolise la nécessité de se reporter aux racines nationales, de retrouver les valeurs de l'histoire de France pour entreprendre la délivrance de la patrie, de même que les croisés voulaient délivrer Jérusalem. Pris dans son ensemble, ce poème exprime donc la tristesse pour le présent, et la séparation de ceux qui s'aiment, la crainte, le désarroi, mais il contient aussi un message d'espoir et d'action à cause du mot « temps ». Ce mot suggère que la situation n'a qu'un temps, et donc qu'elle ne doit pas durer, comme l'indique le dernier vers, et reviendra le temps des mots croisés. C'est ainsi que derrière le lamento, on pouvait entendre un appel de clairon. En conclusion, j'espère vous avoir convaincu de l'importance de ce continent mystérieux que représente le sous-entendu, et je voudrais revenir brièvement sur le problème de l'interprétation, auquel il a été fait plusieurs fois allusion. Le sous-entendu n'est pas simple. Qui dit sous-entendu dit risque de malentendu. Pour remédier à l'incertitude, on peut proposer des critères, et en voici trois. Est-ce que je peux revenir? J'ai une avant-dernière image. Oui. Merci. Voilà les critères que je voudrais proposer. J'entends par paratexte les éléments extérieurs et annexes qui présentent le texte, orientent la compréhension. À l'écrit, ce peut être le titre de l'ouvrage, la dédicace, la préface, les notes. Dans l'échange oral, ce sont les intonations, les gestes, les remarques, comme lorsqu'on dit « mettons », « suivez mon regard »,
ou ces gens qui font le signe des guillemets en levant avec les deux mains levées, à l'américaine. Après le paratexte, il y a le contexte. Tout sous-entendu s'inscrit dans un contexte historique, politique, rhétorique, également relationnel. Et le succès du sous-entendu dépend des dispositions et des compétences qui sont celles des partenaires de l'échange, et puis de leur connivence. Enfin, les critères textuels, quant à eux, sont les critères internes. Ils sont constitués par des éléments qui, dans un texte ou dans des paroles, mettent la puce à l'oreille et donnent l'impression qu'il se cache un je ne sais quoi, des discordances, des anomalies, un imprévu. Grâce à ces éléments, on peut espérer parvenir à une bonne compréhension des sous-entendus. Mais pour certains, ce n'est pas encore suffisant. Et actuellement, les spécialistes de l'intelligence artificielle sont en train de s'intéresser aux sous-entendus. Une équipe de recherche de Yahoo travaille à fabriquer des outils de détection en ce domaine. Il est question, disent-ils, d'élaborer un algorithme qui permettrait de sélectionner automatiquement parmi des milliards de messages ceux qui transgressent les règles préalablement définies et de reconnaître qu'une phrase est injurieuse ou qu'elle est subversive, alors même qu'aucun des mots employés n'est répertorié comme prohibé. Un tel outil serait un peu inquiétant entre les mains d'un dictateur, n'est-ce pas? Toutefois, il paraît que l'algorithme n'est pas encore au point. L'intelligence humaine a de beaux jours devant elle. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. Bernot. Je pense qu'on va peut-être se permettre une question parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Moi, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que la langue n'a pas une incidence sur le sous-entendu? Je m'explique. J'avais souvenir que dans le latin, souvent le nominatif ressemblait à l'accusatif. Et donc on peut estimer à la lecture, je ne parle pas au discours oral, que dans certains cas, l'interprétation de certaines phrases peut être faite d'une façon ou d'une autre. Est-ce que donc avec le grec et le latin justement, il n'y a pas dans certaines langues à déclinaison une action différente d'une langue extrêmement simple où il y aurait juste un sujet, un verbe, un complément? Est-ce que ça a une influence sur le sous-entendu? Vous n'avez pas regardé d'autres langues étrangères modernes? Oui, je comprends, c'est très intéressant la piste que vous ouvrez. Oui, il y a des éléments de sous-entendu qui sont inhérents à la langue. C'est pourquoi il est difficile de traduire le sous-entendu, puisque ça fonctionne dans certaines langues, mais de certaine façon, et pas dans d'autres. D'une certaine façon, l'existence des cas et peut-être, facilite peut-être la compréhension. Et on peut peut-être avoir une ambiguïté plus grande dans une phrase qui n'utilise pas les cas, comme en français, où on peut parfois hésiter sur le sujet et le complément. Donc, chaque langue a ses règles, mais... La contrepétrie ne fait pas partie des sous-entendus. Si on la décrypte, non, si on ne dit rien, peut-être. Est-ce qu'il y a une question pour profiter de la présence? Sinon, je pense qu'on vous félicite vraiment pour cette très très brillante conférence. Monsieur Dubois, peut-être juste une intervention. Derrière vous, il y a un micro, monsieur. Par analogie, je me souviens que ma grand-mère, autrefois, lorsqu'on avait des amis avec leurs enfants à table, s'ils se tenaient mal, elle me faisait des remarques à moi, et non pas aux amis. Oui, il y a un proverbe italien en ce sens, parler à la belle-fille pour que le fils comprenne. Puis, alors, il y a des variantes, mais on voit bien dans le cercle familial que ça peut fonctionner. Allez, Régis, une dernière question et après on va donner la parole à notre secrétaire. Est-ce qu'on peut considérer que le je vous ai compris est un malentendu, ou une hypocrisie, ou une trahison? Pour vivre l'Algérie française, oui. Qu'est-ce que c'est? La phrase de Gaulle. Oui. C'est pas exactement un sous-entendu parce que c'était quand même destiné à manipuler, il me semble, ceux qui l'entendaient et non pas à instaurer une connivence. Donc on est plus dans la manipulation, me semble-t-il, que dans le sous-entendu. Sauf pour ceux qui ont compris sur le moment. Ah bah si on est par les Grecs, M. Meyer, une dernière, je ne peux pas. Bien avant les Grecs, les Hébreux étaient les champions du sous-entendu.
à la fois par l'utilisation des mots, des consonnes, des jeux de consonnes et de toutes les significations qu'on peut leur donner, qui sont à la fois des opposés et des compléments, mais à la fois aussi par l'utilisation de l'histoire. Par exemple, lutter contre l'esclavage babylonien en vous parlant de l'Égypte. Et à tout raconter, et ça a été repris ensuite dans l'Apocalypse de Saint Jean, où on vous parle de Babylone alors qu'il s'agit de Rome. Oui, c'est toute l'allégorie finalement qui est derrière. Bien, alors on ne peut pas ne pas accepter une dernière. La dernière de la dernière, ça c'est pas un sous-entendu, c'est vraiment. C'est pas un sous-entendu. Ce sous-entendu peut être aussi, si on faisait des maths, ça peut être une remise à zéro. C'est-à-dire justement, on efface toute notion du sens. Qui nous met dans une situation où on suspend un thème, et je veux dire, la réponse est une non-réponse. Voilà, ça me semble un élément important, et c'est utilisé souvent comme ça, les sous-entendus. L'intérêt, M. Pernaut, de votre venue ici, c'est que vous allez pouvoir repartir tranquillement avec plein d'idées nouvelles dans la tête, et qu'on espère que vous reviendrez avec d'autres sujets. Merci encore de votre attention.